La politique d'Aristote, livre 8e, Théorie générale des révolutions. Ce livre est ordinairement placé le 5e. Chapitre 1er, sommaire. Théorie des révolutions. Sa place dans cet ouvrage politique. Cause générale de la diversité des constitutions. Le besoin d'égalité mal compris. Procédés généraux des révolutions. Elle s'adresse soit aux choses, soit aux personnes. De l'égalité positive et de l'égalité proportionnelle, la République a des chances particulières de stabilité. Toutes les parties du sujet que nous nous proposions de traiter sont donc à peu près épuisées. Pour faire suite à tout ce qui précède, nous allons étudier d'une part le nombre et la nature des causes qui amènent les révolutions dans les États, les caractères qu'elles prennent selon les constitutions et les relations qu'ont le plus ordinairement les principes qu'elles quittent avec ceux qu'elles adoptent. D'autre part, nous rechercherons quels sont pour les États en général et pour chaque État en particulier les moyens de conservation, et enfin nous verrons quelles sont les ressources spéciales de chacun d'eux. Nous avons indiqué déjà la cause première à laquelle il faut rapporter la diversité de toutes les constitutions, la voici. Tous les systèmes politiques, quelque divers qu'ils soient, reconnaissent des droits et une égalité proportionnelle entre les citoyens, mais tous s'en écartent dans l'application. La démagogie est née presque toujours de ce qu'on a prétendu rendre absolu et général, une égalité qui n'était réelle qu'à certains égards. Parce que tous sont également libres, ils ont cru qu'ils devaient être égaux d'une manière absolue. L'oligarchie est née de ce qu'on a prétendu rendre absolu et général, une inégalité qui n'était réelle que sur quelques points, parce que, tout en étant inégaux que par la fortune, ils ont supposé qu'ils devaient l'être en tout et sans limite. Les uns, forts de cette égalité, ont voulu que le pouvoir politique dans toutes ses attributions soit également réparti. Les autres, appuyés sur cette inégalité, n'ont pensé qu'à accroître leurs privilèges, car les augmenter, c'était augmenter l'inégalité. Tous ces systèmes, bien que justes au fond, sont donc tous radicalement faux dans la pratique. Aussi, de part et d'autre, dès que l'on n'obtient pas en pouvoir politique tout ce qu'on croit si faussement mériter, on a recours à une révolution. Certes, le droit d'en faire une appartiendrait bien plus légitimement aux citoyens d'un mérite supérieur, quoique cela n'use jamais de ce droit. Mais de fait, l'inégalité absolue n'est raisonnable que pour eux. Ce qui n'empêche pas que bien des gens, par cela seul que leur naissance est illustre, c'est-à-dire qu'ils ont pour eux la vertu et la richesse de leurs ancêtres qui leur assurent leur noblesse, se croient, grâce à cette seule inégalité, fort au-dessus de l'égalité commune. Telle est la cause générale et l'on peut dire la source des révolutions et des troubles qu'elles amènent. Dans les changements qu'elles produisent, elles procèdent de deux manières. Tantôt elles s'attaquent au principe même du gouvernement afin de remplacer la constitution existante par une autre, substituant par exemple l'oligarchie à la démocratie ou réciproquement, ou bien la république et l'aristocratie à l'une et à l'autre, ou les deux premières aux deux secondes. Tantôt la révolution, au lieu de s'adresser à la constitution en vigueur, la garde telle qu'elle la trouve, mais les vainqueurs prétendent gouverner personnellement en observant cette constitution. Les révolutions de ce genre sont surtout fréquentes dans les États oligarchiques et monarchiques. Parfois, la révolution renforce ou amoindrit un principe. Ainsi, l'oligarchie existant, la révolution l'augmente ou la restreint. De même pour la démocratie, qu'elle fortifie ou qu'elle affaiblit, et pour tout autre système, soit qu'elle y ajoute, soit qu'elle en retranche. Parfois enfin, la révolution ne veut changer qu'une partie de la Constitution, et par exemple n'a pour but que de fonder ou de renverser une certaine magistrature. C'est ainsi qu'à Lacédémone, Lysandre, assure-t-on, voulut détruire la royauté et Pausanias l'Éphorie.
C'est ainsi qu'à Épidame, un seul point de la Constitution fut changé et qu'un Sénat fut substitué au chef des tribus. Aujourd'hui même, il y suffit du décret d'un seul magistrat pour que tous les membres du gouvernement soient tenus de se réunir en assemblée générale. Et dans cette constitution, l'archonte unique est un reste d'oligarchie. L'inégalité est toujours, je le répète, la cause des révolutions, quand rien ne la compense pour ceux qu'elle atteint. Entre égaux, une royauté perpétuelle est une inégalité insupportable, et c'est en général pour conquérir l'égalité que l'on s'insurge. Cette égalité si recherchée est double. Elle peut s'entendre du nombre et du mérite. Par le nombre, je comprends l'égalité, l'identité en multitude ou en étendue. Par le mérite, l'égalité proportionnelle. Ainsi, numériquement, 3 surpasse 2, comme 2 surpasse 1. Mais proportionnellement, 4 est à 2, comme 2 est à 1. 2 est en effet à 4 dans le même rapport qu'1 est à 2. C'est la moitié de part et d'autre. On peut être d'accord sur le fond même du droit et différer sur la proportion dans laquelle il doit être donné. Je l'ai déjà dit plus haut, les uns égaux en un point se croient égaux d'une manière absolue, les autres inégaux à un seul égard veulent être inégaux à tous égards sans exception. De là vient que la plupart des gouvernements sont ou oligarchiques ou démocratiques. La noblesse, la vertu sont le partage du petit nombre, et les qualités contraires, celui de la majorité. Dans aucune ville, on ne citerait 100 hommes de naissance illustre, de vertu irréprochable. Presque partout, au contraire, on trouvera des masses de pauvres. Il est dangereux de prétendre constituer l'égalité réelle ou proportionnelle dans toutes ses conséquences. Les faits sont là pour le prouver. Les gouvernements établis sur ces bases ne sont jamais solides parce qu'il est impossible que de l'erreur qui a été primitivement commise dans le principe, il ne sorte point à la longue un résultat vicieux. Le plus sage est de combiner ensemble et l'égalité suivant le nombre et l'égalité suivant le mérite. Quoi qu'il en soit, la démocratie est plus stable et moins sujette au bouleversement que l'oligarchie. Dans les gouvernements oligarchiques, l'insurrection peut naître de deux côtés, de la minorité qui s'insurge contre elle-même ou contre le peuple. Dans les démocraties, elle n'a que la minorité oligarchique à combattre. Le peuple ne s'insurge jamais contre lui-même, ou du moins les mouvements de ce genre sont sans importance. La République où domine la classe moyenne et qui se rapproche de la démocratie plus que ne le fait l'oligarchie est aussi le plus stable de tous ces gouvernements.